pour poursuivre, on vous propose, alors que ce sera peut-être un peu moins un format table ronde, mais plutôt voilà, trois retours d'expérience successifs. On va commencer avec un retour d'expérience d'un plan paysage. Voilà, ça fait la transition avec la clôture de la première table ronde. Voilà, pour pouvoir dépasser en fait la question de l'intégration des énergies renouvelables ou des dispositifs, mais faire projet de territoire, voilà, porter des stratégies à l'échelle d'un territoire et intégrer cette question pleinement dans l'aménagement. Et puis donc avec Vichy Communauté. Et puis on aura donc qui sont avec nous Patrick Barbier, maire de Mutterscholtz. Voilà, qui nous présentera un projet de territoire là également, hein, un territoire communal, territoire TEPOS, ambitieux puisque avec des objectifs d'autonomie énergétique. Voilà, donc sur cette qui prendra la suite de Vichy Communauté. Et enfin Lucas Nissac de Los Anguel, un territoire donc, du nord de la France également, qui là aussi nous présentera une démarche très intéressante aussi, tournée sur l'intégration des énergies renouvelables depuis longtemps également, dans un territoire qui est devenu UNESCO. Donc voilà, on pourra du coup avoir des retours d'expérience assez concrets sur ce que ça veut dire aujourd'hui de faire projet de territoire avec les énergies renouvelables, voilà, et au-delà des énergies renouvelables également avoir des réflexions très transversales sur nos territoires. Je vous laisse la parole côté Vichy Communauté. Merci. On va faire un petit tour de table d'abord pour se présenter avant de dérouler effectivement notre propos. Donc, alors moi, je suis Caroline Bardot. Je suis maire du village de Saint-Pons, qui a 685 habitants et qui se trouve dans le département de l'Allier et qui donc fait partie de la communauté d'agglomération de Vichy Communauté, dont j'ai le plaisir d'être vice-présidente à la transition écologique et énergétique. Donc Constance Kronowski, moi je suis chargée de mission transition énergétique à Vichy Communauté et j'ai travaillé sur la démarche plan paysage et transition énergétique aux côtés d'une collègue qui est au service urbanisme. Isabelle Claus, paysagiste et mandataire du groupement sur ce plan paysage transition énergétique, et ravie de pouvoir le présenter en équipe, en groupement, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, on a une équipe féminine par rapport à l'équipe d'avant. Donc, on voit que les silos perpétuent dans beaucoup de sens. Et moi, je suis Ariane Udizio. Donc, je travaille pour Transition, qui est une agence de conseil en stratégie. On accompagne toutes sortes de territoires dans des démarches de transition énergétique. Et on essaye autant que possible de sortir des silos et de croiser des approches. Et donc, c'était vraiment super intéressant de travailler en groupement avec Isabelle et en lien avec Vichy Communauté sur ce plan de paysage et transition énergétique qu'on va vous présenter tout de suite. À vous, maîtrise d'ouvrage. Merci beaucoup. Alors simplement, élément de contexte. Donc, Vichy Communauté, c'est une communauté d'agglomération qui se trouve donc dans le département de l'Allier, au sud-est du département de l'Allier, qui est composée de 39 communes, qui rassemble 85 699 habitants et donc répartis sur une surface de 742,5 km². Donc on fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour ceux qui ne connaissent pas Vichy, je vous invite à vous y rendre car c'est une très belle ville et un très joli territoire. Et on aura l'occasion d'y revenir, qui a la particularité d'avoir des identités paysagères différentes, et c'est par ce biais-là que nous sommes entrés pour travailler sur notre démarche de plan paysage. Alors, on a beaucoup parlé d'accélération pour accélérer la lutte, en tout cas contre le changement climatique, de décarbonation du territoire, et ça marche moyennement, ça y est. Et nous, on a des objectifs assez ambitieux à Vichy Communauté, qui sont d'ici à 2050 de réduire de 69% nos émissions de gaz à effet de serre, de diviser par 2 nos consommations énergétiques et de multiplier par 3 nos productions d'énergie renouvelable. Pour décarboner le territoire, on peut mettre en place, et on l'a dit depuis le début de la matinée, 2 leviers. D'une part, préserver et augmenter le stockage du carbone
Et là, sur le territoire de Vichy Communauté, on a une chance, c'est qu'on a 41% de forêt, donc c'est un moyen d'action possible. Et puis l'autre levier qu'il faut actionner, c'est de réduire les émissions de CO2. Et là, on a un certain nombre de dispositifs qu'on a développés au sein de l'agglo qui s'y emploient. Celui qu'on va vous présenter donc ce matin, le plan paysage, c'est l'un de ces dispositifs qui se place au service de cette ambition de décarboner le territoire. Ce plan paysage et transition énergétique, il s'est vraiment construit dans la concertation. On aura l'occasion de vous le présenter. On peut rester là-dessus, je crois. Il cherche en tout cas à répondre à une problématique simple. Comment s'appuyer sur nos ressources paysagères, leurs spécificités, leur potentiel, pour produire plus d'énergie renouvelable dans le respect de ces entités paysagères, mais aussi, et c'est une notion forte qu'on a évoquée depuis le début de la matinée, c'est l'acceptabilité de celles et ceux qui y vivent. Alors ce plan paysage et transition énergétique et écologique, puisque c'est vrai que nous, c'est notre PPTEE, donc, il s'est placé en termes de contexte, dans un contexte local en phase et en lien avec notre plan climat, air, énergie territorial, donc notre PCAET, qui est notre feuille de route climatique et qui est notre guide, qui nous a donné les objectifs au service desquels se sont placés notre plan paysage. Au niveau départemental, ce plan paysage, il était aussi en résonance avec une démarche portée par le département qui est de décarboner le territoire aussi, d'arriver à une décarbonation du territoire à horizon 2035. Et puis au niveau national, et on aura l'occasion d'y revenir dans le bilan de notre plan paysage, il est vraiment rentré en résonance aussi avec la fameuse loi du 10 mars 2023 dont vous parliez, monsieur, en étant un véritable outil qui est vraiment venu directement se placer au service des communes de notre agglo, pour répondre à la difficulté de définir des zones d'accélération des énergies renouvelables auxquelles tous les élus sont aujourd'hui confrontés et dans les prochains mois, puisque le calendrier pour la définition de ces zones d'accélération, c'est qu'il faut avoir rendu une copie d'ici la fin de l'année, ce qui paraît difficilement jouable d'ailleurs. Juste vous dire peut-être que cette démarche, on l'a menée parce qu'on a été confronté à des problèmes d'acceptabilité sur des projets, notamment un projet de méthaniseur industriel sur une zone d'activité, mais pas que. Ce projet, c'est aussi la volonté de réfléchir à une échelle stratégique au développement de nos énergies renouvelables, et effectivement en spatialisant, ça a été évoqué aussi, en spatialisant nos énergies renouvelables. C'est une démarche qui est co-portée par 3 vice-présidentes. Il y a effectivement moi, mais il y a aussi la vice-présidente à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire et une vice-présidente à la préservation des patrimoines bâtis et paysagers. Et on l'a vraiment voulu ainsi pour qu'elle soit transversale. Ce portage collectif qu'on a veillé à incarner au mieux, il s'est retrouvé aussi au sein des services avec une vraie collaboration de l'ensemble des services de la collectivité au service de ce plan paysage. Je te laisse peut-être. Juste pour revenir sur la slide d'avant, merci. Rapidement, donc, ce qui existe sur notre territoire aujourd'hui, on le voit déjà visuellement, il y a une concentration de projets et d'existants en termes d'installation sur l'axe allié, en fait, donc dans ce que nous on appelle le Val d'Allier. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on a en termes d'installation existante, on a une centrale hydroélectrique, une centrale solaire déjà construite et 2 en travaux au sol, une dizaine d'ombrières de parking, donc publics, hein, je ne parle pas de projets privés, 2 parcs éoliens, 2 réseaux de chaleur et puis quelques petites chaufferies communales.
et ce qu'on appelle une Waga Box. Donc ça, c'est le nom que lui a donné la société, mais en tout cas, c'est un dispositif qui permet de capter, d'épurer et d'injecter le biogaz issu de la décomposition des déchets sur un centre d'enfouissement. Et en termes de projet, donc on a une deuxième centrale hydroélectrique sur l'Allier, l'extension d'un parc éolien, de nouvelles ombrières sur parking public, l'extension d'un réseau de chaleur existant et enfin la solarisation de nos toitures communautaires et communales pour la ville de Vichy. Donc le petit diagramme qu'on vous a mis, ça c'est le potentiel du développement des énergies renouvelables qui est identifié dans notre PCAET. Et vous voyez vous voyez peut-être pas d'ailleurs, que principalement c'est du solaire photovoltaïque et du bois énergie sur notre territoire. Sur la slide suivante, du coup, merci. Rapidement, donc, ce que représente en termes de moyens financiers et humains ce plan paysage et transition énergétique, c'est une étude donc, qui a été réalisée par un consortium de plusieurs bureaux d'études. Donc, je laisserai Isabelle et Ariane en parler plus précisément après, qui a eu un coût de 102 000 € hors taxes pour environ 18 mois, peut-être un peu plus d'études. Une subvention ADEME qui a été évoquée par messieurs précédemment, qui nous a permis de financer ce projet, et 2 agents mobilisés en interne, donc moi-même et puis ma collègue sur la mission urbanisme. Merci. Tu veux présenter Acajou dessus? Rapidement. Peut-être juste rapidement pour vous expliquer pourquoi on était 3 bureaux d'études dans le groupement et là en fait on n'est que 2. Il y avait donc la compétence paysage portée par Isabelle et qui va développer tout ça. Et côté énergie, il y avait le bureau d'études Acajoule qui n'est pas représenté aujourd'hui, qui est un bureau d'études technique et qui a fait tout ce qui est évaluation du potentiel, spatialisation des installations, des potentiels, que nous à Transition on ne fait pas. Et nous, on était plutôt à la manœuvre sur le fait de traduire toutes ces données chiffrées en choses appropriables et intelligibles pour les comités qui ont participé à l'élaboration de ce plan de paysage et tout ce qui est animation d'ateliers. Voilà pourquoi on était 3 membres du groupement. 4 avec une graphiste, atelier Osmia aussi. Juste aussi pour préciser, ce plan paysage et transition énergétique, il ne portait que sur le volet ENR. Voilà, il faut quand même le préciser. Donc ça, c'était une volonté dès le cahier des charges. Donc après, on a fait des introductions évidemment sur la sobriété en introduction des ateliers, mais voilà, il y avait un focus ENR, donc il faut bien que vous preniez en compte. Évidemment, on a fait un diagnostic. Ce qu'il faut, je l'avais déjà dit, Mme Bardot, mais en retenir un point qui a été hyper facilitateur pour nous, c'est que c'est un territoire où il y a 4 entités paysagères extrêmement distinctes les unes des autres. Et ça nous a énormément facilité la tâche. Et la tâche aussi dans le croisement entre nos bureaux d'études et nos compétences. Donc vous avez un secteur à l'ouest de la montagne bourbonnaise, ultra boisé, et ensuite un gradient en fait vers la partie est, au milieu, Forterre, Marche-et-Coteaux, qui est plutôt vallonné, ouvert et bocagé. Au centre, vraiment la partie urbaine du Val d'Allier où se situe Vichy, et à l'ouest, du côté vers la Limagne, ou les grandes terres de Limagne, beaucoup plus ouverts, avec une autre forme d'agriculture. Donc on y reviendra justement sur cette catégorisation. Avec là, Ariane, on va vous parler essentiellement de ce qui nous semble un point fort de ce plan paysage, c'est sa phase 2, sa stratégie. On trouve que la stratégie a plutôt été bien appropriée par les élus, bien détaillée, donc on détaillera ça. Je te laisse quand même dire une part de la phase 1. Oui, rapidement, simplement, avant de rentrer dans la stratégie, on a quand même fait un diagnostic. Et donc, pour ça, on a fait un certain nombre d'entretiens, une quinzaine, avec des acteurs du territoire pour mieux comprendre le contexte et un peu où on mettait les pieds et ce qui étaient les enjeux à prendre en compte. Donc on a interrogé des agriculteurs, des forestiers, des associations du territoire, notamment des associations qui avaient pu prendre position contre certains projets d'énergie renouvelable. Alors pas forcément que, et toutes n'étaient pas que dans l'opposition ferme, c'était aussi des personnes qui étaient ouvertes au dialogue, mais c'était intéressant de comprendre aussi l'historique du territoire, c'était mentionné juste avant, même si là c'était sur plutôt une période assez rapprochée.
Donc ce qui est ressorti de tout ça, c'est qu'il y avait quand même un certain déficit de connaissances globales sur les énergies renouvelables, assorti avec une certaine méfiance de à peu près toutes les énergies renouvelables, même si certaines étaient quand même mieux acceptées que d'autres. Donc notamment plutôt l'éolien et la méthanisation étaient assez rejetés, ou en tout cas les moins plébiscités. Un sentiment d'un manque de transparence aussi de la part de ce que portait l'agglomération Vichy Communauté. Donc ça, c'était aussi important pour la suite, de se dire qu'en fait, il y avait aussi cette défiance qui était issue de ce sentiment de ne pas savoir ce qui se passait, que les projets arrivaient comme ça sans que la population ait été prévenue. Et peut-être aussi parler du fait qu'il y avait un syndrome, ce qu'on appelle NIMBY, donc le fait de dire les énergies renouvelables c'est bien, mais pas dans ma partie du territoire, qui était aussi assez présent. Donc voilà, c'est, je pense, finalement des choses qui sont assez classiques, ou en tout cas qu'on peut retrouver dans d'autres territoires, mais c'était vraiment essentiel d'avoir ça en préalable à la stratégie. Pas dit aussi que même, vous aviez invité 3 comités entre des habitants, un comité d'habitants qui a été pas élu, mais en tout cas tiré au sort avec un notaire, un comité technicien et un comité élu, donc pour chacun des ateliers. Sur Marie, merci. En tant que paysagiste, je vais me faire l'avocat du diable pour dire et redire qu'on a besoin de chiffres. On a besoin de chiffres pour comprendre. On a évidemment besoin de les traduire, de les spatialiser. Mais aujourd'hui, moi, travaillant sur plusieurs plans paysages, je suis incapable d'aborder un territoire sans comprendre la trajectoire énergétique de ce territoire, sans comprendre ses orientations. Donc je dis ça évidemment parce qu'on est dans un manque de spatialisation qui est de l'ordre du vide sidéral, mais dans un autre sens, nous, en tant que paysagistes, on a vraiment besoin de ces chiffres. Donc pour moi, ça veut dire qu'un PPTE ne peut pas s'engager, un plan paysage et transition énergétique, sans une compétence énergétique en son sein. Il y a vraiment un besoin. Juste pour prendre un exemple de ça, ce sont ces mêmes bureaux d'études qui nous font en fait des traductions d'emprise au sol des ENR. L'emprise au sol d'une ENR, c'est un critère objectif paysager. Se dire qu'une éolienne de 3 MW, c'est à peu près l'équivalent de 6 hectares au sol de photovoltaïque, évidemment, c'est un critère paysager, qui est un critère objectif, et ça a une incidence. Donc ça veut dire que le refus de l'éolien a aussi une incidence paysagère, tout simplement. Slide suivante. Pour en venir, évidemment, qu'on a besoin de chiffres, mais que ce chiffre-là, aujourd'hui, ils sont très peu spatialisés et territorialisés. C'est vraiment un manque cruel. Donc on a essayé, évidemment, dans ce plan paysage, de faire au mieux pour inverser la tendance. Donc en effet, on est reparti déjà du potentiel, en fait, tout simplement, donc, que Constance a présenté en introduction, et des objectifs existants pour Vichy Communauté qui étaient déjà dans le plan climat, parce que l'objectif, c'était pas de refaire un plan climat. Le potentiel, vous l'avez pas ici, mais ce qu'on a fait en plus et qui n'est pas dans le plan climat, c'est qu'on a travaillé donc avec Acajou, le bureau d'études techniques, à la répartition du potentiel global qu'on a dans tout plan climat entre les 4 entités du territoire. Et ça, c'est pas souvent fait, en tout cas dans les plans climat. Et donc on voit là sur le premier graphique qu'en fait le potentiel, il est réparti de façon assez inégale entre les 4 entités. Et donc Constance parlait d'une concentration des projets dans le Val d'Allier. Ça s'explique assez bien parce qu'en fait, on voit que c'est là où il y a quasiment la moitié du potentiel énergétique du territoire. Donc ce qui est en jaune, c'est le potentiel restant, et le vert, c'est l'existant. Et donc en fait, ça permettait aussi d'objectiver que, on dit qu'il y a une concentration des projets en Val d'Allier. Oui, mais il y a aussi finalement, on voit que l'entité qui a le plus déjà développé son potentiel, c'est la montagne bourbonnaise, parce que c'est là où il y a les parcs éoliens, il y a de la production de bois énergie aussi. Et donc cette répartition du potentiel entre les entités, en fait, elle était assez importante, et surtout à expliciter donc aux comités dont on parlait, qui ont suivi toute la démarche et qui ont participé aux différents ateliers qu'on a pu organiser, pour en fait dire que
avant de répartir les énergies dans le territoire, il fallait partir du potentiel et qu'en fait on ne peut pas dire ce serait bien de mettre des éoliennes ici si le potentiel éolien il n'est pas là. Bon, c'est pas ce qu'on nous a dit, hein, mais c'est pour illustrer avec des choses qui se voient. Marie, diapo suivante, si possible, donne l'exemple concret d'un atelier stratégie. Donc, on a fait avec les 3 comités, une 60aine de personnes à peu près, un peu moins sur cet atelier. Donner un exemple de spatialisation. En fait, après avoir expliqué du coup les enjeux à la fois énergétiques et paysagers, on a invité les participants à se diviser en 4 tables et chacune représentant une entité paysagère. En expliquant à chaque table le potentiel spécifique à cette entité paysagère et les enjeux paysagers spécifiques à cette entité paysagère, les forces et les vulnérabilités, nous leur avons demandé en fait de jouer collectivement, autour de la table, collectivement des cartes, donc en distribuant des cartes, des pictogrammes d'ENR, de filières ENR, et donc de faire un choix collectif au sein de la table de quel ENR ils choisissaient en fonction des spécificités et du potentiel, donc qui était vraiment chiffré avec un tableau à l'appui et des commentaires sur l'existant, le potentiel, le reste de gigawattheures à produire par filière ENR. Donc il y a vraiment un accompagnement chiffré assez poussé. Et ensuite, donc, vous avez la manifeste carte bordélique qui est au milieu, c'est issu d'un atelier sur la montagne bourbonnaise ici, où les participants ont joué ces cartes et on leur demandait pas mal de choses en même temps et d'affilée, de jouer des premières cartes, ensuite de jouer d'autres cartes de motifs paysagers pour accompagner la filière ENR qu'ils avaient choisie. Motifs paysagers étant les haies, les arbres isolés, des pistes cyclables, par exemple, ou de la diversification agricole qui peut très bien avoir lieu avec les marges de recul qui sont données par les ENR. Donc voilà, de combiner les deux. Ensuite, on leur demandait, en plus, de jouer d'autres cartes, d'autres filières ENR, dans le sens d'un mix énergétique qui pouvait se faire à l'échelle du projet. Si ils choisissaient la méthanisation, par exemple, au sein du site de la méthanisation, comment on peut réfléchir ce mix énergétique ? Par du photovoltaïque sur la toiture, par de la géothermie, etc. Ce qui permet un petit peu de... Vous voyez, le but un peu, c'est de décloisonner et d'apporter de la richesse à chaque choix qu'on fait. Donc tout a été après rétabli dans le tableau de compte-rendu derrière. Donc après le mix énergétique associé, on demandait aussi quel type d'implication citoyenne était nécessaire en fonction de la filière ENR qu'ils avaient choisie. Et aussi sur la carte, avait été mentionné dès le départ, demander où est-ce que d'ores et déjà sur cette entité paysagère, vous ne souhaitez pas voir accueillir une implantation ENR. C'est comme ça que, par exemple, c'est les mêmes participants qui ont fait vraiment ressortir le sujet des forêts anciennes et des berges de l'Allier, de la rivière de l'Allier, comme vraiment étant un sujet identitaire, un élément de paysage identitaire à laquelle... soit il ne fallait pas toucher, soit il fallait avoir des vigilances plus. Quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ce qui était important dans le fait de repartir des objectifs et du potentiel, c'est que du coup, l'idée c'était bien de construire un mix énergétique, comme le disait Isabelle, de voir comment est-ce qu'on s'appuie sur le potentiel du territoire qui est assez diversifié. Vichy Communauté a cette chance-là d'avoir vraiment une gamme d'énergie renouvelable, de choix assez large, et voir ce qu'on développe à partir de ce potentiel. Et donc ce qui a émergé de cet atelier stratégie, c'est qu'il y avait certaines filières et dans certains endroits qui n'étaient pas plébiscitées. Et donc c'est là où on se dit c'est important de reparler des chiffres, parce que l'objectif qui est inscrit dans le PCAET de Vichy Communauté d'atteindre l'objectif TEPOS, donc 100% d'énergie renouvelable, implique en fait de mobiliser l'ensemble du potentiel du territoire à horizon 2050. Et donc là, ça permettait déjà de se dire, à l'heure actuelle, en tout cas, il y a des réticences, on ne va pas mobiliser d'un seul coup tout le potentiel, c'est pas une surprise, mais en tout cas, c'est important à avoir en tête pour la suite de se dire, il y a des filières qu'il faut peut-être mettre de côté pour l'instant et sur lesquelles il faudra revenir plus tard si, en fait, on veut réussir à atteindre cette autonomie énergétique qui est inscrite dans les documents de planification. De fait, à travers cet atelier juste décrit, une des cartes stratégie, il y en a eu plusieurs, il y en a eu de nombreuses,
mais qui permet d'asseoir un objectif précis pour Vichy Communauté, c'est d'engager un mix énergétique qui soit diversifié et géographiquement équilibré. Parce que finalement, de cet atelier territoire, on est ressorti que plutôt le côté Limagne pouvait accueillir davantage la méthanisation, avec évidemment des conditions. Le Val d'Allier, beaucoup plus le solaire et le solaire au sol aussi. Et l'autre partie du territoire, le bois et énergie, sous différentes formes. C'est important que ces stratégies, ce soient des choix de ressources énergétiques en lien avec évidemment les ressources paysagères. Donc ça veut dire quoi? Que les choix énergétiques doivent faire parler le paysage. Et c'est peut-être ça une stratégie qui lie le paysage et l'énergie. À un moment donné, ça devient indissociable et on les fait ressortir comme des bulles ressortiraient d'une eau qui frémit. Slide suivante, sur les ateliers. Donc après cet atelier stratégie, on est rentré vraiment plus dans le concret et vraiment dans l'échelle du projet avec des sites pilotes pédagogiques. Donc on a insisté en tout cas sur l'aspect pédagogique pour dire que c'était pas des pré-projets, qu'on faisait pas travailler les comités sur, qu'on n'allait pas reprendre toutes les propositions pour d'un seul coup mettre des panneaux solaires et des éoliennes partout juste parce qu'ils avaient travaillé là-dessus, parce que ça a pu leur faire un peu peur au moment où on l'a travaillé. Donc on a travaillé en 2 ateliers sur 4 sites pilotes qui avaient été choisis donc avec la maîtrise d'ouvrage, répartis dans les 4 entités du territoire. Et là encore, l'idée, c'était de repartir du potentiel du site, mais aussi de ses besoins en énergie. C'est ça qui était intéressant aussi, et de se dire, à partir de ce site, de ce projet, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme énergie renouvelable, donc par rapport au potentiel, quel choix on fait, hein. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout utiliser, et comment est-ce qu'on les intègre de façon paysagère. Donc là, vous avez l'exemple d'un pôle sportif qui est en cours de reconversion dans l'entité de la montagne bourbonnaise. Et donc, les participants sont venus ajouter des panneaux solaires sur les toits des bâtiments, mais aussi travailler sur... Donc, on a travaillé sur du solaire thermique, en se disant que c'est des gîtes, donc ça pouvait être intéressant d'avoir de l'eau chaude sanitaire chauffée par les panneaux solaires. Mais aussi par exemple une chaufferie bois qui ne se voit pas là, mais qui est intégrée sous un des bâtiments en lien avec la ressource forestière qui est présente autour. Et donc ensuite, une fois qu'on avait dit ça c'est les énergies qui seraient intéressantes à développer, la question c'était comment est-ce qu'on fait pour qu'elles s'intègrent bien à l'échelle du site. On a travaillé de manière participative là, sur ces sites pilotes et ça a été intéressant évidemment de basculer à une échelle différente et vraiment et arriver de façon assez criante les questions des marges de recul évidemment, et qu'est-ce qu'on fait de ces marges de recul et comment on les gère aussi un peu plus dans la durée. On va passer, je te laisse... Donc là, on rechange d'échelle. On a terminé la phase de stratégie par l'élaboration de scénarios. Donc là, pour le coup, ça a été fait en chambre par nous, groupement, et présenté simplement aux élus et aux techniciens de Vichy Communauté. Ça n'a pas été travaillé avec les comités, contrairement au reste de la démarche. L'idée, c'était de se dire, avant de rédiger la stratégie, en fait, c'est important de voir ce qu'implique la posture de la collectivité en termes de développement des énergies renouvelables et d'atteinte des objectifs. En tout cas, nous, c'est là-dessus qu'on a choisi d'axer nos scénarios. Donc, on a fait 3 scénarios assez classiques de différentes atteintes des objectifs énergétiques. Donc, on mobilise plus ou moins le potentiel. Et on a travaillé à se dire, en fait, selon la posture de la collectivité, qu'est-ce que ça implique? Donc on avait un scénario qui s'appelait laisser faire, où la collectivité ne fait rien, laisse les initiatives privées se développer. Et donc assez vite, ça bloquait parce qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas du tout bien intégrées au paysage, et donc une opposition citoyenne. Donc tout ça, c'est de la prospective. Un scénario régulateur où au contraire, là, la collectivité était très cadrante, très limitante et très porteuse des projets d'énergie renouvelable. Et donc, on mettait plus de temps à atteindre les objectifs parce que ça prend le temps que la collectivité fasse tout elle-même. Et le dernier scénario, donc,
vous n'avez pas trop de mal à deviner que c'était celui qu'on a le plus essayé de pousser, qui était le scénario engagé et partenarial, où là, la collectivité était vraiment ensemblière et motrice et accompagnatrice de la transition énergétique dans son territoire. Et donc, c'est celui qui permettait d'atteindre les objectifs en 2050. En se disant, voilà, on commence par les filières les mieux acceptées ou les plus désirables, je ne sais pas encore comment il faut dire, et ensuite on retravaillera sur celles qui posent le plus problème. Le choix qui a été fait, c'est un mix entre l'engagé et partenarial et le régulateur, parce qu'il a quand même été convenu que c'était important d'avoir de la régulation et d'avoir des zones où c'était assez cadré. Ça a été quand même, on n'a pas eu le budget pour le faire, le traduire, ces 3 scénarios dans l'espace et dans le paysage. Mais ça a été vraiment un moment assez important, notamment avec le président. Et bien rappeler qu'un plan paysage, il est essentiellement d'abord régulateur. Voilà, c'est pas parce qu'on a fait un plan paysage qu'on s'est engagé dans la transition énergétique jusqu'au bout. Et l'engagement et le partenarial, ça comprend en fait de l'engagement avec du privé aussi. Donc des sortes d'AMI, etc. Enfin, je développe pas, mais un peu plus poussé. La slide suivante, Marie, merci. On passe à des outils qui commencent à un peu plus plonger dans plutôt la planification, avec d'autres déclinaisons de cartes. Je vous en cite 3 qui sont indissociables les unes des autres, à commencer par une carte d'espace prioritaire pour implanter des ENR. Elles peuvent vous paraître évidentes et pourtant elles ont été finement travaillé politiquement et techniquement, pour commencer sur des zones évidemment économiques, ensuite les friches, les parkings, etc., jusqu'aux espaces agricoles et au potentiel éolien, le tout étant été recensé et cartographié. Et puis une deuxième carte, où j'ai commencé par la dernière plutôt, celle avec les éléments de paysage en rouge, donc une carte d'éléments de paysage qui n'ont pas vocation ou peu à accueillir des ENR, ou alors avec une vigilance très très forte dans laquelle on va retrouver des typologies de coupures d'urbanisation, des berges, etc., ou des ripisylves. Et puis une 3e carte au centre, qui me semble être la moelle épinière, ou la substantifique moelle, comme vous le voulez, d'un plan paysage et transition énergétique, qui est une carte des sensibilités paysagères. Et c'est un degré de vigilance en fait qui est un petit peu moindre, sauf que c'est vraiment l'essentiel de vos territoires. C'est-à-dire qu'on apporte de la nuance, enfin, à ce qui est à peu courant en France, sauf dans les territoires qui ont de l'ingénierie pour pouvoir se le payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans des processus de planification extrêmement binaires, entre du rouge, où c'est impossible, et là on met évidemment les sites inscrits, les monuments historiques, et puis tout le reste, blanc, donc ça veut dire 99% du territoire, qui est très peu encadré, qui a très peu de nuances paysagères. Et donc ces cartes-là de sensibilité paysagère, qui incluent tout ce qui va être évidemment les éléments que vous connaissez, les routes en balcon, les éléments de découverte, les cônes de vue, les espaces de co-visibilité, mais dans laquelle on peut inclure aussi un peu plus de nuances que font très bien émerger les ENR, à savoir par exemple les espaces de confidentialité. Une petite vallée encaissée ou un espace qui va tout d'un coup ressortir avec un caractère de confidentialité, les élus vont de suite piger que mettre une méthanisation à l'intérieur, ça risque de faire basculer l'identité de ce caractère confidentiel. Et comme ça, les ENR permettent de faire remonter énormément de nuances de vos paysages ordinaires qui deviennent totalement remarquables. Donc ça, c'est un point assez essentiel de planification sur lequel on a travaillé. Et ensuite, en phase 3, on a fait le choix de ne pas du tout détailler. On espère que vous n'êtes pas frustrés de ne pas plonger davantage dans l'opérationnel, même si vous allez le faire après. Il y a eu un guide paysage et ENR qui a été réalisé. Je n'ai pas mis le sommaire, parce que c'était du texte, mais néanmoins, vous dire qu'un guide paysage et ENR, vous dire une recette de comment on pourrait le rater. On pouvait le rater si on faisait des préconisations paysagères, donc c'est le but d'un guide, faire des précos écrites, rédigées, qui peuvent être réglementaires et non réglementaires, qui peuvent être graphiques. On peut le rater si on fait des préconisations par filière. Donc, telle préconisation pour la méthanisation, telle préconisation pour le PV, et là, on fait un guide raté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne met pas le focus, on ne sensibilise pas sur où se pose
votre projet ENR, alors que c'est ça le but. Le but, c'est de sensibiliser, non pas au projet en tant que tel, mais là où va se déposer le projet. Donc c'est hyper important. Dans la méthodologie et dans le sommaire, en tous les cas, on a repris la catégorisation par carte, c'est-à-dire quelles préconisations pour les espaces prioritaires, quelles préconisations pour ces sensibilités, ces espaces de confidentialité, ces espaces de découverte, et ensuite pour les vigilances en rouge. Et c'est comme ça qu'on a décliné. Donc je vous invite après à aller regarder ces guides avec pas mal de schématisation, et regarder aussi celui du PNR du PILA sur lequel on a pu co-travailler, qui a eu un budget plus, donc on a pu fournir davantage d'éléments. Je passe, parce que je pense qu'on est déjà trop longue. Peut-être très rapidement, pour refaire le lien aussi avec des choses qui ont déjà été dites, un des enjeux quand même forts qu'on avait constaté, c'était celui de l'acceptabilité, du besoin de transparence de la part des citoyens, et donc d'implication dans les projets, dans les démarches de transition énergétique, comme ça a été dit juste avant, qui est vraiment un levier aussi pour cette désirabilité, cette acceptabilité. Et donc on a travaillé sur une boîte à outils de la concertation pour les futurs projets d'énergie renouvelable qui pourront être portés par la collectivité, ou en tout cas sur lesquels la collectivité pourra avoir la main. On a travaillé dessus dans un atelier avec le comité citoyen, donc ce qu'il en restait, parce qu'à la base, il y avait 20 citoyens dans le comité citoyen, et au fur et à mesure de la démarche, on en a perdu un peu. Donc à la fin, pour l'atelier, il y en avait quoi, 4, 5 mais du coup, c'était déjà un premier enseignement en fait, d'utiliser ce comité citoyen pour avoir des retours de leur part sur en fait, comment est-ce que eux, citoyens, avaient besoin d'être informés sur les projets, et de quelle façon ils aimeraient être impliqués, consultés, enfin voilà, quel degré de co-construction, d'implication de la part des citoyens leur semblait judicieux pour les projets, en sachant que plus on met de la co-construction, plus ça prend du temps à tout le monde, y compris eux qui voient bien qu'ils n'ont pas un temps infini, et que là ils avaient déjà du mal à se rendre disponibles pour les différents ateliers auxquels on les a invités. Et donc voilà, on a cette petite boîte à outils qui est à disposition de Vichy Communauté pour réussir à faire de la concertation et du lien avec la population sur les prochains projets. Alors peut-être simplement, en essayant donc d'être rapide, vous indiquer quelle traduction ce plan paysage et transition énergétique, est-ce que ça a pu nous apporter à court, moyen et long terme. Alors, à court terme, clairement, c'est un outil, mais c'est vraiment comme ça qu'on l'a voulu du départ. Ce plan paysage, et c'était très juste de le rappeler, Isabelle, on l'a vraiment estampillé transition énergétique parce que la commande de départ des élus, de notre exécutif, ça a été de vouloir un plan paysage extrêmement opérationnel et avec des vraies visées opérationnelles, qu'il soit utile, qu'il ne soit pas qu'une intention, démarche intellectuelle au demeurant tout à fait intéressante, mais nous ce qu'on voulait surtout c'est qu'il se place au service d'eux. Et donc, à court terme, ce plan paysage, c'est avant tout un outil. C'est un outil pour les élus, donc une vraie aide à la décision. Et les cartes que les filles ont pu vous présenter, et à minima ces trois-là, c'est-à-dire les cartes avec les cartes de vigilance, les cartes de préco et ou d'exclusion carrément d'ENR. On s'en est servi de manière pratico-pratique il y a quelques semaines, puisqu'on a monté des réunions sur le territoire de sensibilisation à notre plan paysage, mais aussi dans le cadre de la loi d'accélération des énergies renouvelables, pour accompagner au mieux les élus de notre territoire à définir leur zone. Et ces cartes, on s'en est servi à chacune de ces réunions. Et on leur a remis à la fin de chacune de nos réunions un certain nombre d'outils, et notamment ces cartos, pour les aider à définir au mieux leur zone d'accélération. On est même allé un peu plus loin, puisque les services de l'AGLO sont allés jusqu'à accompagner commune par commune proposer à chaque commune des préconisations d'énergie renouvelable qui pourraient être développées sur leur commune, donc pour chacune des 39 communes de l'AGLO. Donc on est vraiment allé loin. C'est un outil bien évidemment pour les porteurs de projets, parce que la finalité de tous ces livrables pour lesquels les filles nous ont accompagnés, c'est bien évidemment de communiquer au plus large aux porteurs de projets, notamment sur le guide ENR et paysage, pour que les porteurs de projets aient bien en tête
l'intégralité, l'entièreté de notre démarche et aussi les préconisations que nous leur faisons dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet d'ENR. C'est aussi un outil pour les services instructeurs, puisque donc, c'est ce que je vous disais, il y a cette traduction pratico-pratique et dans nos documents d'urbanisme et qu'on a voulu vraiment opérationnel. Et puis, c'est un outil pour les citoyens, alors de manière plus indirecte, mais dans la mesure où on a communiqué aussi auprès de nos habitants, et c'est tout ce volet acceptabilité sur toute cette démarche et sur des documents, enfin une communication en fait publique de toute cette démarche pour les sensibiliser à toutes ces questions-là. Donc à moyen terme, on souhaite appliquer en fait le programme d'action qui a été élaboré donc, dans le cadre de l'étude également, puisqu'en fait en termes d'outils, on n'a pas que le guide et puis la stratégie, on a aussi un programme d'action qui est à un horizon 2030-2050. Donc dans ce programme d'action, on a plusieurs choses. D'abord, un focus sur les zones d'activité économique qu'on a identifiées et plutôt de façon consensuelle avec les comités participatifs comme des espaces qui doivent plus contribuer que les autres parce que déjà artificialisés, parce que cette production d'énergie renouvelable peut aussi contribuer à la production économique derrière de ces entreprises. Donc voilà, on souhaite en faire des espaces productifs d'énergie exemplaires avec tout un tas d'aménagements paysagers, voire parfois écologiques, notamment sur l'infiltration des eaux pluviales, pour en faire des espaces vraiment exemplaires. Sur le secteur agricole, on s'est concentré sur 3 filières énergétiques. D'abord l'agrivoltaïsme, la méthanisation et puis la production de bois-énergie issue des haies. Donc là-dessus, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on a commencé à faire, c'est de travailler avec notre chambre d'agriculture départementale à l'élaboration d'une charte ENR en paysage agricole pour vraiment essayer de cadrer un peu ça et puis d'accompagner en fait les agriculteurs qui souhaitent se lancer là-dedans. Voilà. On a fait aussi une fiche spécifique sur le photovoltaïque en Val d'Allier, puisque comme on vous l'a expliqué au début, c'est un espace qui va être très fortement sollicité pour la production photovoltaïque, parce que c'est là forcément où il y a le plus de potentiel. Comme on souhaite le développer sur des espaces déjà artificialisés, type parking, toiture, via cette fiche action, on souhaite vraiment étudier plus finement ce potentiel afin d'éviter toute saturation visuelle qui, du coup, choquer, c'est pas le mot, mais qui en tout cas embêterait les habitants et qui détériorerait leur cadre de vie. Concernant la filière bois, qui est quand même assez importante dans notre potentiel, ce qu'on souhaite faire dans un premier temps, c'est travailler avec les usagers de la forêt et tous les acteurs du monde forestier afin de permettre de fédérer tout le monde en fait, autour d'une sylviculture plus durable et de restructurer une filière locale bois-énergie, parce qu'en fait, pour avoir du bois-énergie, que nous, on souhaite que ce bois-énergie, ça soit un déchet, hein. On ne souhaite pas couper du bois pour le mettre dans des chaufferies, il faut avant tout qu'il y ait un consensus autour de ça, et puis que la filière soit mieux organisée. Donc là-dessus, on s'est rapproché de plusieurs acteurs forestiers, soit privés, soit publics, pour essayer de travailler un peu ça. Et enfin, la dernière fiche action, c'est les ENR invisibles. Donc ça peut paraître curieux dans un plan paysage, mais en fait, on s'est dit sur des espaces qui sont très fortement sollicités comme le Val d'Allier, ça pourrait être bien de coupler ça à un développement d'ENR qu'on ne voit pas, pour éviter cette saturation visuelle. Donc on parle là de géothermie, on peut parler aussi de récupération de chaleur fatale. Et enfin, sur les attendus à long terme donc, de la traduction de ce plan paysage et transition énergétique, c'est bien évidemment de respecter nos objectifs TEPOS, donc que Vichy Communauté soit autonome en énergie renouvelable, que ce territoire il dispose d'un mix énergétique diversifié, pas uniquement du photovoltaïque, pas uniquement de la méthanisation, mais vraiment qu'on soit diversifié. Et c'est d'ailleurs le sens de la loi d'accélération du 10 mars. Et enfin, que la transition énergétique, elle bénéficie à tous les acteurs du territoire, pas seulement les acteurs privés, pas seulement les acteurs publics, mais à tous les acteurs qui agissent sur nos territoires. Non, c'était bien. Et le bilan peut-être. Alors le bilan, voilà. Non, le bilan du positif, du négatif. Alors, j'y vais. Ouais, alors je dis le positif, vous direz le négatif. C'est pas mal comme ça. Donc moi je vais dire le positif. Le positif, c'est qu'effectivement le paysage est une notion subjective mais universelle. Ça c'est effectivement ce que ça a pu... Ah, ça c'est vous, non. Ça c'est vous, ça c'est pas moi ça. Non,
Le positif, c'est aussi, parce que comme je vous l'indiquais au début de mon propos, c'est une démarche qui a été coportée par 3 vice-présidentes et on a voulu vraiment ce portage collégial pour des raisons de visibilité, pour des raisons politiques, de visibilité et d'affichage, mais pas que, parce qu'elles se sont vraiment traduites aussi de manière pratico-pratique par... on n'a pas la collègue de Constance qui est avec nous du service urbanisme, mais c'est vraiment une démarche qui a été coportée par ces 2 services, transition énergétique et urbanisme. Et ça a été, voilà ce qu'on met là, un véritable croisement de compétences énergétiques et paysagères. La réflexion croisée par les 4 entités paysagères, et il y a eu, en fait, ça a été un très beau travail collectif de l'ensemble des services de la collectivité. C'est vrai que c'est presque un projet ça pourrait presque être un projet d'administration pour une collectivité, au sens où ça a vraiment permis de faire rencontrer des agents aussi entre eux et en se plaçant au service d'une cause qui finalement est assez effectivement universelle et en tout cas transversale. Renforcement du dialogue avec les citoyens sur la question de transition énergétique. Alors même si effectivement, comme l'évoquait Ariane, on a un peu perdu des gens en route, dans la mesure où on avait, comme préalable à cette démarche de plan paysage, mis en place 3 instances de concertation d'une 20aine de personnes chacun. Donc une 20aine d'élus volontaires, une 20aine d'experts qu'on avait quand même identifiés, repérés parce qu'on les voulait, et une 20aine d'habitants. Et effectivement là, ces habitants, c'était des volontaires, et en fait, et au final tirés au sort, parmi le nombre de volontaires qu'on avait pour arriver à une 20aine d'habitants. Et c'est vrai où là, enfin je ne vais pas déflorer on l'a mis dans les inconvénients, ouais. On a eu un peu du mal à mobiliser les habitants sur le long terme, parce que c'est une démarche qu'on a lancée en septembre 2021, qui a été votée par le Conseil communautaire en juin dernier, en juin 2023. Et c'est vrai que le pas de temps, ça n'a pas toujours été simple de mobiliser les citoyens sur ce temps long. Alors après, on n'est pas là pour en parler, mais ça pose de manière plus globale le problème de l'engagement dans ce pays qu'on peut déplorer à travers plein d'autres instances qui peuvent être associatives ou quoi ou qu'est-ce et qu'on connaît dans plein d'autres domaines. Mais bref, en tout cas, effectivement, une difficulté à mobiliser sur le temps long les gens. Mais enfin, néanmoins, voilà, ça permet, c'est un outil aussi de dialogue. Une stratégie politique et une feuille de route plus claire sur l'implantation des ENR, ça c'est indéniable, parce que, alors moi je le vis en tant que vice-présidente, mais pour tous mes collègues et qu'on a pu rencontrer à la faveur des rencontres qu'on a fait sur le territoire, c'est un excellent outil parce que c'est une très bonne porte d'entrée et qui permet de disposer d'arguments fiables et, alors je ne vais pas dire non opposables, mais opposables de manière beaucoup plus complexe, puisqu'on n'est plus sur du j'aime, j'aime pas, je veux pas, et en réponse au syndrome NIMBY. On apporte une vision stratégique, argumentée, justifiée, planifié d'un aménagement du territoire qui permet d'amener des arguments clairs, concis, concrets. Et ça, c'est forcément un vrai plus dans les débats. Des préconisations précises pour qualifier les projets, orienter les projets en cours ou à venir. Une fois encore, là, on l'a vécu avec l'actualité de cette loi du 10 mars et de la nécessité pour chaque commune de définir ses zones d'accélération, parce que ça amène des vrais outils et des préconisations claires et précises. Et puis, c'est d'ailleurs le dernier point. Un point d'appui pertinent pour la définition des ADER. Honnêtement, pour nous, c'est très bien arrivé par rapport au calendrier, mais on se rend compte à quel point ce plan paysage et transition énergétique est un outil incroyablement utile dans le cadre de la loi du 10 mars. Et on est ravis de pouvoir en faire bénéficier nos communes, mais nos élus sont également ravis de pouvoir en bénéficier. Je rebondis sur ça. C'est d'autant plus vrai que je pense qu'aujourd'hui, le territoire, vis-à-vis de ces zones à pair, est un peu scindé entre les territoires qui sont équipés d'ingénierie et d'outils de planification sur ce volet paysage, pour penser ces zones d'accélération, et les outils et les territoires qui ne sont pas dotés. Et je pense qu'il y a vraiment une scission à l'intérieur de ça. Moi, j'en profite pour rebondir qu'en tant que bureau d'études, on appelle de nos voeux en fait des moments comme celui-ci, mais peut-être plus techniques, à travailler sur de la méthodologie
voilà, des critères méthodologiques, on en a besoin. Et c'est certes, on est à nos débuts, hein, on essuie les plâtres. Il y a encore 4 ans, ça se faisait pas beaucoup, voire pas du tout, que des bureaux de paysage travaillent avec des bureaux énergétiques sur un point de vue stratégique. Voilà, et je pense qu'il est vraiment temps, à un moment donné, de construire un petit peu plus de critères méthodologiques pour accompagner ceux qui n'en sont pas dotés. Évidemment, tel est le sujet. J'en profite pour dire que, au-delà de ça, moi, je suis aussi un petit peu attristée peut-être de voir que ces zones d'accélération, enfin en tout cas la loi qui s'est mise en place et les outils qui sont demandés, ne sont pas l'occasion, en fait, d'approfondir les volets paysages de nos outils de planification. Et il y a quand même un creux, parce qu'il y a encore énormément de PLU qui sortent sans demande de compétences paysage. Or, c'est quand même l'outil de base pour ça. Donc, je pense qu'il faut se fédérer. Et pour être provocatrice, je pense que c'est la meilleure période qui soit aujourd'hui, avec ces zones à pair, de parler paysage aux élus. J'ai de la chance de faire des formations d'une journée auprès des élus et des techniciens de planification sur l'approche paysagère des ENR. De 9h à 17h, j'ai une écoute de cristal pour parler paysage, pour parler de ses sensibilités, ses préconisations sur des espaces de confidentialité. Je suis sûre qu'il y a 4 ans, il y aurait eu beaucoup moins de monde et beaucoup moins d'écoute. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, aussi dans nos politiques publiques de paysage, il faut inverser la donne et il faut se dire qu'il faut en profiter, parce que c'est vraiment la meilleure occasion qui nous est donnée, meilleure période, pour renforcer à tout prix, en fait, ce volet paysage dans nos outils de planification. Le message est donc passé. Sur les difficultés, là, on a parlé. Le point technique, effectivement, c'est... Voilà, ce qu'on a donné était aussi des matières techniques, un peu trop techniques pour certains participants et pour le comité citoyen. La question environnementale a été compliquée à traiter avec le sujet paysage. C'est-à-dire que, par exemple, dans les cartes, à un moment donné, pour pas que ça soit brouillon, il faut faire des choix. Donc, moi, j'ai fait le choix paysage, hein, évidemment. Mais du coup, voilà, ça a manqué de rassemblement sur ce volet paysage. Avec cette complexité de cartes à traiter, je dis par ailleurs sur une difficulté qui est là, très technique et de représentation entre le grand paysage et les projets ENR qui sont des petites pastilles. Et du coup, là, il y a des écarts d'échelle de représentation qui est pas simple à gérer pour après être communicant. Et après, dans les plans paysages de façon plus large, en fait, voilà, on s'aperçoit plus généralement que les guides et les outils concrets d'accompagnement sont peut-être parfois aussi plus efficaces que des fiches actions larges. Donc, vous voyez comment vous rebudgétisez, reventilez le temps qui est donné sur vos phases 3. Et stop. Merci Samuel. On va pas faire de transition, on va tout de suite passer sur les 2 interventions en visio. On a largement dépassé l'horaire là, du coup on devrait déjà être sur les échanges de la fin. Patrick Barbier, on vous laisse prendre la main et partager votre écran. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Patrick Barbier. Je suis donc le maire d'une commune alsacienne qui s'appelle Muttersols, dans la plaine d'Alsace. Là, vous voyez une petite vue là sur le village qui est composé d'un bourg-centre et de 2 hameaux avec 2200 habitants. On peut passer à la diapo suivante. Il donne une carte de situation. Vous voyez, on est à peu près à mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse, très proche du Rhin. On est une commune qui a développé depuis presque 50 ans grâce à une maison de la nature, la première maison de la nature en France, qui a développé une vraie stratégie de protection, de valorisation et de reconquête de la biodiversité. Et depuis le mandat dernier, un objectif de territoire à énergie positive, qui est en cours de développement et que je vais vous expliciter. Je le dis d'emblée, pour nous, on est un peu comme monsieur Jourdain, on n'a pas de stratégie paysagère.
explicite, mais implicitement, je pense qu'on peut dire que qui peut le plus peut le moins. On protège fortement notre biodiversité, voire même on essaye de la reconquérir et qui protège la biodiversité protège les écosystèmes, qui sont le support de cette biodiversité et donc a priori les paysages. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, d'où là, vous avez une vue, de l'autre côté de donc, vous avez à l'arrière-fond, la ligne bleue des Vosges. Vous voyez au 1er plan, le village avec la partie agricole, agriculture intensive. Vous voyez des champs très très importants et vous avez une zone inondable là en période de crue annuelle, hein. C'est qu'elle est régulièrement, inondée. C'est une zone Natura 2000, très bien préservée, et exploitée par une agriculture là, pour le coup extensive de fauches, de prairies. La ville que vous apercevez en 2e plan, c'est une ville de 20 000 habitants, Sélestat, dont qui structure notre communauté de communes. On peut passer à la diapo suivante. Voilà des, petites, vues qui donnent une idée du paysage de zones humides, prairies extensives, de fauches. La biodiversité, c'est notamment des oiseaux nicheurs, au sol. Vous avez une vue de la maison de la nature et en bas à gauche, une vue de la partie est, agriculture intensive, hein. Moi, je j'hésite pas à parler de Maïsland, hein. C'est des grandes, la plaine d'Alsace est très impactée par la culture, intensive du maïs et vous voyez là qu'on essaye de refaire de ce qu'on appelle de la trame verte. Vous avez là un grand corridor au milieu, qui a été fait il y a une vingtaine d'années. On peut passer à la diapo suivante. Donc je vous disais qu'on essaie de développer une politique de territoire à énergie positive. Ça veut dire essayer de conquérir notre autonomie énergétique. On peut tout de suite passer à la diapo suivante. Là, en gros, la chronologie, on a démarré en 2014 par un diagnostic et en même temps travaillé sur les aspects sobriété. Très rapidement, on a attaqué un plan d'efficacité énergétique, notamment sur nos bâtiments communaux qu'on a pratiquement tous transformés en bâtiments passifs. On a en même temps, commencé à développer des énergies renouvelables et notamment 2 centrales, hydroélectriques, sur la rivière et des panneaux photovoltaïques. On s'est équipé, comme tout le monde, de compteurs Linky et on a développé un système d'information énergétique qui nous a permis récemment, l'année dernière, de passer à l'autoconsommation collective. Pendant toute cette période, bien sûr, on a veillé à l'implication citoyenne. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, le diagnostic, vous l'avez là sous les yeux sous la forme d'un diagramme, gaz, électricité. Hem Vous voyez que déjà entre 2014 et 2016, rien qu'en faisant des actions de sobriété, la sobriété, ça s'entend sans investissement, hein. C'est simplement des questions de réglage. Par exemple, tout simplement, on a découvert que nos écoles étaient encore chauffées, pendant les périodes, de week-end, hein, du samedi au dimanche. On continuait à chauffer les écoles, pour rien. Et donc, le seul fait de couper le chauffage, à ce moment-là, nous a permis déjà de faire des économies substantielles. On peut passer à la diapo suivante. Et ce qui nous a permis donc de découvrir que l'objectif territoire à énergie positive était tout à fait possible compte tenu, alors elle est possible à l'échelle municipale, et on l'a atteint, vous allez le voir tout de suite. On peut tout de suite mettre la diapo suivante. Ça, c'était l'objectif et maintenant c'est la situation 2022. Vous voyez qu'elle est encore supérieure à l'objectif. On produit donc, nous sommes un territoire à énergie positive municipale, c'est-à-dire que nous produisons plus, d'énergie, que nous n'en consommons. Pour l'administration,
communal, hein, donc il s'agit de l'éclairage public et de l'électricité et du chauffage des bâtiments, communaux. L'objectif, communal de l'ensemble des 2 200 habitants et de l'ensemble des entreprises est là un objectif plus lointain. On le verra sur un graphique, un peu plus tard. On peut passer à la diapo suivante. Donc le travail, a commencé par exemple sur l'éclairage public, changement, des mâts, réduction du nombre de mâts, réduction de la puissance, passage au LED et extinction, nocturne, plus récemment. On peut passer à la diapo suivante. Gros travail, sur l'efficacité énergétique des bâtiments communaux anciens et nouveaux. Vous voyez notamment la construction d'un nouveau gymnase, qui est un bâtiment, passif et positif puisqu'il est recouvert, on le voit en bas à droite, de 600 m² de panneaux photovoltaïques. On a rénové la mairie, on a rénové la salle des fêtes, on a rénové, l'école, aux normes, très souvent passives. Le seul bâtiment qui est resté en B, enfin qui n'est qu'au niveau BPOS, c'est l'école. On peut passer à la diapo suivante. Là, vous voyez les bâtiments, quasi finalisés, la mairie, la maison de la nature, la salle, le gymnase avec la salle du conseil municipal, avec la salle de spectacle aussi, l'école et une nouvelle halle, de marché, qui est recouverte de photovoltaïque. On peut passer à la diapo suivante. En même temps, nous avons fait un travail sur, l'efficacité énergétique des bâtiments privés et notamment on s'est attaqué aux logements vacants. Étonnamment, on a découvert qu'on avait 8 de logements vacants alors qu'on est en un village en situation de tension immobilière. Ça veut dire qu'une maison qui se vend dans le village, elle part dans les 24-48 heures, évidemment si elle est vendue à un prix, raisonnable. Malgré tout, on a quand même des logements vacants, donc on a mis en place, toute une politique que je vais pas vous expliciter, aujourd'hui, sauf si vous avez des questions tout à l'heure. Mais là, en 4-5 ans, on a réussi à sortir une trentaine de logements, de la vacance et évidemment avec des objectifs énergétiques, de haut niveau. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, là vous avez un exemple, récent, c'est en face, c'est la vue que j'ai de la fenêtre de mon bureau. Un bâtiment qui était à l'abandon depuis 1945 et là qui est en train d'être finalisé, avec là aussi des objectifs énergétiques, importants. Donc vous voyez là que l'énergie a été sans le vouloir et clairement, en termes de paysage, urbain, aboutit à une amélioration, paysagère, hein, sauf si on est vraiment nostalgique des bâtiments abandonnés. Je pense qu'on peut tous, être d'accord sur le fait que le paysage, urbain s'est largement amélioré. On peut passer à la diapo suivante. Là, vous avez, donc l'étape suivante qui a été, de mettre en place la production d'énergie renouvelable avec en bas à droite, une centrale, hydroélectrique, nouvelle, à côté d'un barrage existant avec 2 turbines. On en a fait une 2e avec une seule turbine sur la base d'une ancienne centrale hydroélectrique à l'abandon. Vous voyez que tous les bâtiments neufs qu'on réalise, on les équipe, de panneaux photovoltaïques. Au demeurant, pas visibles, hein, au sol, on les voit pas. Il faut prendre de la hauteur pour les voir et le peu de chauffage dont on a encore besoin dans nos bâtiments est assuré par, des petites, chaudières, à granulés bois. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, alors, l'autoconsommation collective, c'est ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Je sais pas si tout le monde connaît le principe, hein, un ou plusieurs producteurs d'électricité, un ou plusieurs, consommateurs finals d'électricité liés dans une entité géographique, a priori d'un diamètre de 2 kilomètres. Nous, ça tombe bien, en gros, on arrive à presque tout inclure dans les 2 kilomètres, mais il y a des dérogations, hein. On a près de chez nous, là, une vallée entière, une communauté de communes entière qui est passée en système d'autoconsommation collective. On peut passer à la diapo suivante. Là, vous avez les résultats en termes, de consommation. Vous voyez, 82 d'autoproduction de ce que nous consommons
En gros, on n'achète plus beaucoup d'électricité. Les seules périodes où on n'en produit pas suffisamment, c'est les périodes d'inondation puisque la rivière, il y a plus de pente et dans ce cas-là, les turbines ne tournent plus et quelques petites périodes d'été où il y a un peu moins d'eau. Vous le voyez là sur un graphique. Là, en couleur jaune, la plupart du temps, on produit nous-mêmes notre électricité. Donc, on achète quasiment plus d'électricité et donc on n'a plus de dépenses d'électricité, ce qui en période de hausse des prix de l'électricité est très confortable. Hein. Moi, je le dis régulièrement quand on m'interroge. Je suis un maire qui est décontracté par rapport à l'augmentation des coûts de l'énergie. En électricité, ben, on en consomme quasiment plus. En chauffage, on en consomme peu et on maîtrise donc très facilement nos coûts. On s'est clairement fait des marges de manœuvre financières grâce à ça. On peut passer à la diapo suivante. Alors là, vous avez l'objectif territoire à énergie positif. À gauche, vous avez la situation actuelle de l'objectif municipal et à droite, vous avez la situation au niveau communal, l'ensemble de la commune. Donc, vous voyez que là, il manque encore un bon bout du chemin. On n'est qu'à 7% du chemin. En gros, il faudrait 2 éoliennes ou 7 hectares de panneaux photovoltaïques. Clairement, on penche pour les éoliennes. Vous avez vu la partie agricole intensive, j'hésite pas à le dire. Je pense que des éoliennes dans ce paysage-là, c'est un point d'amélioration, c'est un point de diversification. Même si je pense aussi que la plupart du temps, les éoliennes ne gâchent pas le paysage, quand il y en a peut-être pas trop en même temps, effectivement, quoi. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, pour être complet et pour pas être angélique, on a aussi rencontré des difficultés. Quand je vous parlais d'implication citoyenne, on a été à l'origine, d'une coopérative citoyenne, d'énergie, une centrale, villageoise qui s'est mis en place et donc le 1er projet qu'avait cette centrale villageoise, c'était, sur le toit de cette église, hein, et c'est notre église protestante. En Alsace, les églises appartiennent aux communes, donc elle appartient à notre commune. Et donc, nous étions d'accord au niveau du conseil. La paroisse était d'accord aussi. Là, on a fait peut-être une petite erreur par excès de démocratie. Dans le journal communal, on a publié une photo avec une simulation du photovoltaïque là sur le toit de l'église et ça produit une levée de bouclier chez les personnes âgées du village, hein, les plus de 70 ans. Là, ils étaient clairement unanimes que c'était un sacrilège esthétique de mettre du photovoltaïque sur le toit de l'église. On a reculé pour garder l'église au centre du village, comme on dit, hein, pour pas créer une mauvaise ambiance. Ça a eu une conséquence de faire un peu de créer un manque de motivation au sein des citoyens qui s'étaient réunis dans la centrale villageoise. Là, ils sont en train de reprendre du courage. On leur a trouvé bien sûr d'autres possibilités. On va faire un toit photovoltaïque citoyen sur l'atelier communal qui est dans une zone d'activité et qui là posera pas de problème aux citoyens qui se prennent un peu pour des architectes des bâtiments de France. Je précise que dans notre village, on n'est pas soumis, on n'a pas de bâtiment à valeur historique et donc on n'est pas soumis aux avis des architectes des bâtiments de France. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Pour terminer, je vous parlais d'éolien, je vous parlais d'autoconsommation. L'autoconsommation, c'est une donne très ancienne en Allemagne. Donc nous, on connaît bien ce qui se passe de l'autre côté du Rhin, dans le pays de Bade-Württemberg, qui est quasiment un État à énergie positive. Hein. Ils ont développé l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, la méthanisation dans des paysages que, comme vous le voyez en haut à gauche, les paysages de la forêt noire, qui sont des paysages très bucoliques, très beaux, avec beaucoup de cohérence architecturale. La quasi-totalité des toits orientés au sud sont recouverts de photovoltaïque. La crête de la forêt noire est bien hérissée
d'éoliennes. Le tourisme dans la forêt noire n'a absolument pas baissé, bien au contraire. Vous voyez, j'ai mis intentionnellement la photo à droite, au contraire, attire beaucoup de personnes qui viennent voir comment les communes de la forêt noire sont toutes à énergie positive de manière globale. Elles revendent beaucoup d'électricité pour d'autres territoires. Voilà, je ne vais pas en dire plus, j'imagine qu'il y aura des questions. Ma dernière diapo, tout ça pour dire qu'évidemment, on a été fortement aidé par les instances de l'État, de la région, du département, de l'ADEME, et que évidemment, une petite commune comme la nôtre a besoin d'aide, mais c'est le cas pour tout le monde. Les aides en matière de développement de la transition énergétique sont existantes et sont souvent assez fortes. Voilà. Merci, M. Barbier. Est-ce que vous pouvez rester avec nous un moment pour qu'on puisse avoir des questions éventuellement suite à l'intervention de M. Isaac? Bien sûr, je reste. Super, merci. Eh bien, écoutez, poursuivons. M. Isaac, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez partager vous-même votre écran là? Bonjour à toutes et à tous. Tout le monde déjà m'entend bien. Hop, je vais essayer de partager l'écran. Partager. Est-ce que le partage d'écran fonctionne? On voit votre écran. Si vous pouvez mettre en pleine page, ce sera parfait. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est parti. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, je crois que l'heure de la pause méridienne arrive bientôt, donc je vais essayer de vous tenir en haleine pendant ces quelques minutes. Et puis surtout, je vais essayer de ne pas, reprendre des propos qui ont déjà été dits par les présentes présentations, qui étaient déjà très riches. Et donc, voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail du TEPOS, des chiffres, etc. Mais plutôt vraiment rentrer sur l'aspect paysage et énergie renouvelable. Pour situer un peu, alors déjà pour me présenter, donc moi oui en effet, moi je suis Lucas Isaac et je suis actuellement le directeur général des services à la mairie de Los Angeles. Je suis dans cette mairie depuis 5 ans. Initialement, j'étais recruté comme chargé de projet transition énergétique, où je connais assez bien le sujet. Et depuis 3 ans, j'en suis le directeur général des services. Voilà. Donc, pour resituer un peu le bassin minier Nord et Pas-de-Calais, là, vous avez un peu la cartographie des différentes concessions minières voilà, qui ont profondément marqué le paysage du Nord et du Pas-de-Calais et plus globalement du bassin minier. Donc, il faut avoir, pour avoir quelques chiffres en tête, ces 300 années d'exploitation mono-industrielle, donc toute l'industrie du Nord et du Pas-de-Calais était orientée et fonctionnait pour la mine. Hop, je vais juste fermer le petit. Voilà. Et donc, c'est à peu près 100 000 km de galeries qui ont été creusées sur ce petit territoire. Voilà. Et donc, avec tous les impacts qu'on peut avoir sur le paysage, on le verra juste après. Et puis bien sûr, quand cette exploitation minière s'arrête dans les années 80, c'est la fin d'un monde. On va aussi le voir juste après. Et donc, ça marque profondément la population et l'ensemble du territoire. Voilà, donc la petite vue des plus hauts terris d'Europe. Alors voilà, donc là vous avez une photo des terris jumeaux en pleine exploitation. Avec plutôt la ville de Lens en premier plan. Et donc, il faut savoir que Los Angeles, et notamment la base 11-19, était un des points de concentration en termes de remontée des veines de charbon, ce qui explique que nous avons à Los les deux plus hauts terris d'Europe, voilà, qui incarnent le paysage lossois. Plus globalement, là, vous avez une carte de Los Angeles. Donc, il faut savoir que Los Angeles a été à peu près 5 fois détruite par les différentes guerres, et notamment la guerre de 14. On le verra aussi après, qui a en termes de paysage
laissé quelques marqueurs d'identité sur Los Angeles et autour. Là, les chiffres sont plus tout à fait à jour, mais donc Los Angeles, c'est une petite ville de moins de 7000 habitants. On approche les 6800 habitants. Et on a un territoire qui est majoritairement agricole. Ça, c'est une chance qu'on a eue, c'est que malgré l'exploitation minière, là, vous avez aussi devant les yeux l'ensemble des puits de mines de Los Angeles, donc il y en a quand même beaucoup. Malgré ça, 70% du territoire est composé de terres agricoles ou de terres naturelles. Ce qui n'est pas le cas d'autres villes très proches de nous, Lens, Liévin, Grenay, qui ont été totalement urbanisées par l'exploitation minière. Nous, on a eu la chance de garder cet esprit un peu village, cette qualité d'un petit village au tout début de la plaine agricole de l'Artois. Et donc, notre paysage, il est à la fois marqué par l'exploitation minière, mais également par, du coup, la partie agricole. J'essaie de faire très rapidement pour plutôt aller ensuite sur la partie vénère. Donc, comme j'expliquais, quand la fermeture de la mine arrive dans les années 80, nos élus de l'époque, sous l'impulsion de Marcel Caron, décident d'engager la ville sur un projet de transition. Les questions qu'on se pose actuellement sur est-ce qu'il y aura encore du pétrole dans quelques années, ben ici, en fait, on se les est prises il y a 40 ans. Quand la mine ferme, il faut imaginer que c'est tout un écosystème qui s'effondre. C'est pas qu'une entreprise qui ferme. Les médecins étaient les médecins des mines, l'école c'était l'école était grosso modo sous l'égide de la compagnie des mines, le stade de foot, le club de foot c'était le club de foot de la compagnie des mines, enfin bref, tout était régenté par la compagnie des mines, et donc quand la mine ferme, c'est une perte de repère, de sens pour la totalité de la population du bassin minier. On passe d'une structure très paternaliste à plus rien, grosso modo. Et donc, les élus de l'époque décident d'engager un projet de transition comment on passe d'un ancien modèle avec des ressources finies, à l'époque le charbon, vers un nouveau modèle qu'on construit encore aujourd'hui, 40 ans après, un nouveau modèle qui se dessine petit à petit, avec encore malheureusement beaucoup d'incertitudes et beaucoup de références à trouver, et les énergies renouvelables en font partie. Et depuis le début, son projet de transition, on ne le mène pas que pour nous, on le mène pour passer du local au global. C'est pour ça que la ville de Los Angeles fait aussi partie du réseau des territoires énergie positifs, entre autres. Et c'est pour ça également qu'on intervient dans des présentations comme aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment pour nous de partager notre expérience pour qu'on passe de ce niveau local à ce niveau global. En quelques dates, vous avez ici la trajectoire de résilience de la ville et le processus que la ville a engagé dès l'année 84 avec les Goliades. Les Goliades, c'est un festival culturel qui existe encore. D'ailleurs, on va fêter les 40 ans cette année, l'année prochaine en 2024, on y travaille déjà. Les Goliades, c'était, avant la fermeture de la mine, comment on rend la fierté aux mineurs. C'est-à-dire que la philosophie globale ici dans le bassin minier, c'était de dire quand la mine ferme, on va tout raser, on va raser les terris, on va raser les chevalements, et puis on va passer à autre chose. À Los Angeles, on a pris un peu un contre-pied qui était de dire au contraire, on ne peut pas imaginer un avenir durable et désirable et commun si on ne partage pas un passé commun. Et donc ce passé commun, il est essentiellement minier, on l'a vu juste avant. Et donc le Festival des Goliaths, c'était les premières expérimentations de la collectivité pour faire de l'implication habitante via la culture. Donc ça a été des créations musicales sur les terris, sur le thème de la mine, avec les mineurs. Donc ce sont des mineurs qui ont chanté, qui ont raconté leur histoire. Ça a été de la mise en lumière des terris, ça a été du land art sur les terris. Enfin bref, c'était plutôt se dire on va raser les terris, mais non, au contraire, on va les mettre en lumière, on va les mettre en valeur, et on va faire un marqueur d'identité du paysage du territoire. 2 ans après, en 86, la mine ferme, et depuis, on est sur une trajectoire longue d'implication habitante et de transition du territoire. Ça passe dans les années 90-2000 par des questions de révision du POS, donc de vue de maintenant le plan local d'urbanisme, de la création de charte du cadre de vie. Tout ça, on l'a fait avec les habitants, via des ateliers, via des groupes de travail. Ça ne s'est pas fait dans un bureau entre un élu, un technicien et un prestataire. Voilà, ce n'était pas du tout la philosophie du conseil municipal de l'époque. Dans les années 2000, on a la base 11-19, que vous avez vu sur les photos, la grande photo tout à l'heure, donc la base 11-19 en premier plan, qui est maintenant devenue, depuis les années 2000, un peu l'incarnation de cette transition du noir au vert, et qui accueille depuis 2004 le CD2E, le CERD, une scène nationale, culture commune, enfin bref, un ensemble d'acteurs qui travaillent sur les questions culturelles et de transition. Et un autre élément marquant pour rapidement
détaillé de ces différents jalons, c'est 2012, c'est l'arrivée du Louvre-Lens à Lens. Qui aurait pu imaginer en 86 que le Louvre décide d'ouvrir une annexe, entre guillemets, à Lens, en plein cœur du bassin minier. Et puis c'est surtout le classement UNESCO du bassin minier, dont Jean-François Caron, notre ancien maire, a été un ardent défenseur. Il y a laissé beaucoup d'énergie. Donc en 2012, le bassin minier est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, depuis 2014, la ville de Los Angeles est démonstrateur ADEME sur la question de la conduite du changement. Et d'ailleurs, on est en train de négocier avec l'ADEME et de travailler le protocole phase 3 qui va couvrir les 3 années à venir. Pour rapidement donner les grands marqueurs de la transition de l'os. Et ensuite, c'est juste quelques photos, en fonction du temps qu'il me reste, qu'on va pouvoir détailler un petit peu. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions ensuite dans le temps d'échange. Forcément, vous retrouvez les deux plus hauts terrils d'Europe, qui sont vraiment nous, notre fierté. Pour information, ces terrils nous appartiennent, on en est propriétaire, on en est gestionnaire, on en assure l'entretien. Ça n'a pas été délégué à une structure tierce, c'est vraiment la municipalité qui est en charge ces terrils. Et d'ailleurs, actuellement, on a un projet d'aménagement d'un belvédère au sommet du terri qui, lui, est accessible au public, de manière à la fois à préserver la pointe et puis à offrir des perspectives, à sécuriser le site depuis ce point de vue qui est juste exceptionnel. Vous retrouvez en bas la base 1119, cette fameuse base 1119 qui a failli être rasée, qui a été rachetée par la ville et qui maintenant incarne la question d'éco-transition. Et puis la plaine agricole également, avec toujours ces terris en perspective. Et tout en haut, 3 petites vignettes pour aussi, je l'évoquais un peu en introduction, le côté mémoire, histoire de la guerre. On a différents cimetières, notamment des cimetières du Commonwealth à Los Angeles, on en a 2, dont un qui vient d'être classé à l'UNESCO, avec d'autres cimetières du territoire. Donc ça, on va dire qu'on a une double reconnaissance UNESCO à Los Angeles, à la fois pour le bassin minier et à la fois pour les sites mémoriaux issus de la guerre. Et la dernière petite vignette, complètement à droite, vous avez ce qu'on appelle chez nous le mémorial Hill 70. Donc là, c'est un terrain qui a été mis à disposition par la ville à une association canadienne et qui est venue investir et qui est venue construire un mémorial en hommage à l'ensemble des soldats canadiens morts au combat lors de la bataille de l'Os. Donc voilà, donc c'est un site également remarquable qui fait la connexion avec le cimetière, le Los British Cemetery. Et donc là, on a des délégations qui viennent de beaucoup de pays pour visiter ces sites mémoriaux. En termes de perspective, donc là, vous avez un peu eu juste avant l'état des lieux. Et là, je voulais aussi vous présenter quelques slides. Et du coup, ça permettra de mettre l'accent sur la partie photovoltaïque, sur ce que devient ce patrimoine issu à la fois de la guerre et à la fois issu des mines. Donc, vous avez l'église de Los Angeles, l'église photovoltaïque. Les panneaux ont été posés en 2013. À l'époque, on devait rénover l'église. Opportunité s'est présentée de faire poser de poser des panneaux solaires. Là, les panneaux solaires appartiennent à la collectivité. La ville les a financés dans le cadre d'un marché de travaux. Et l'électricité est revendue chaque année à Enercop. Ça génère à peu près 5 000 € de recettes pour la collectivité. Ce projet a été très bien accepté, que ce soit par la communauté catholique. On n'a eu aucune difficulté à l'époque côté collectivité pour faire passer ce projet et pour qu'il soit accepté. On a eu quelques échanges avec l'ABF parce qu'on est sur un périmètre où la ville de l'ABF est consultative, donc on les a consultés. Et donc à l'époque, ils nous ont demandé à ce que les panneaux soient intégrés à la toiture, donc pas de surimposition, et puis surtout d'avoir une teinte de panneaux solaires qui se rapproche le plus possible de l'ardoise qu'on allait poser, de manière à ne pas avoir de contraste de couleur sur la toiture. Donc forcément, on a suivi ces recommandations. Et pour la petite histoire, le seul petit souci qu'on a pu avoir, vous l'avez sur la photo, c'est juste à côté de l'entrée de l'église. À l'époque, on avait posé un panneau, un joli panneau avec des LED rouges qui affichait la production d'énergie photovoltaïque. Et en fait, très rapidement, on a eu des remontées des jeunes mariés, ou même de moins jeunes mariés, qui nous ont dit, en fait, ça ne va pas du tout parce que ce panneau sur les photos de mariage, c'est pas très beau. Et donc, on a décidé d'enlever ce panneau. Voilà, donc c'était le seul petit souci qu'on a eu en termes d'intégration. Mais à part ça, les panneaux n'ont pas posé de soucis. Et tout en haut, vous avez 3 vignettes. Alors, les 2 premières, ce sont des panneaux solaires qui, eux, n'appartiennent pas à la collectivité, en tout cas pas directement.
Ce sont des panneaux solaires qui appartiennent à la société Mines de Soleil. Mines de Soleil, c'est une société que la commune a impulsée et a créée avec des partenaires il y a maintenant quelques années. Projet que j'ai suivi d'ailleurs en arrivant dans les services de la ville. Et donc, il faut savoir que ces panneaux solaires équipent maintenant 8 toitures municipales. On espère beaucoup d'autres toitures dans les mois et les années à venir, à Los Angeles et ailleurs. Et donc, voilà, ce sont des panneaux solaires qui ont été posés sur des toitures d'écoles, de salles de sport, de salles polyvalentes. Là, pareil, sur certains sites, l'avis des ABF a été consulté. Là, les recommandations portaient davantage sur le fait d'éviter l'effet post-it. C'est-à-dire que quand on équipe une toiture, on l'équipe dans son intégralité et on évite d'avoir, comme on voit des voies chez le particulier, des bouts de toiture équipés. Voilà, et donc il fallait avoir une uniformité et au niveau des panneaux, avoir une cohérence sur le plan de calpinage. Donc voilà ce qui a été réalisé. Et donc c'est des panneaux qui ont été posés essentiellement sur des toitures en terre, des toitures tuiles, pardon, comme on le voit sur les photos. Il faut aussi savoir qu'en termes d'acceptabilité de ce projet, la force de ce projet, c'est que dès la première idée, en fait, même quand c'était encore assez flou pour nous, on a intégré les habitants dans le groupe projet. C'est-à-dire que les habitants ont été impliqués dans la création de Mines de Soleil dès 2018. À l'époque, le projet était très flou, on ne savait pas les toitures, on n'avait pas les partenaires, on avait encore beaucoup d'interrogations. Et donc, il faut savoir que maintenant, Mines de Soleil, la ville de Los Angeles, dont est actionnaire minoritaire de Mines de Soleil, et les habitants de Los et d'ailleurs sont actionnaires majoritaires. C'est-à-dire que les panneaux solaires qu'on a posés appartiennent majoritairement aux Lossois. Et donc forcément, en termes d'acceptabilité du projet, ça aide beaucoup. Voilà, quand on fait une réunion publique et quand on a des Lossois actionnaires de Mines de Soleil qui décident et qui participent au choix des toitures, etc., le fait de les avoir impliqués en toute transparence dans la gouvernance dès le début aide à faire accepter le projet. Voilà. Et puis la dernière image aussi qui est très symbolique, c'est la plateforme Lumiwatt. Alors Lumiwatt, ça n'appartient pas à la collectivité, c'est un projet qui a été porté par le C2E il y a maintenant plus de 10 ans. Et donc vous avez depuis plus de 10 ans ces panneaux solaires posés au pied de terri avec en arrière-plan les plus hauts terris d'Europe, et cette image suffit à elle seule à résumer la transition du noir au vert du bassin minier et de Los Angeles en particulier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup pour ces présentations très, très inspirantes et qui montrent surtout, que ce soit celle de Vichy Communauté ou les deux suivantes, on parlait tout à l'heure en entrée de séance d'opportunité, la transition énergétique comme opportunité. Et en termes de paysage, je crois que Isabelle Claus l'avait beaucoup démontré dans d'autres études, mais c'est valable encore pour les trois qu'on a vus ce matin. C'est vraiment une opportunité de requalification de territoires dégradés. C'est-à-dire qu'on prend la transition énergétique et les implantations de renouvelables comme prétexte à retravailler des paysages qui manquaient de qualité, au sens musilien du terme, qui n'avaient pas de qualité particulière ou qui, au contraire, avaient acquis une vision ou une réputation plutôt détestable de paysages de Capharnaüm, de chaos absolu. L'opportunité de requalifier par l'implantation, on vient de le voir à Los Angeles, de dispositifs de production de renouvelables. Est-ce que vous avez perçu ça aussi, notamment sur la partie centrale de votre territoire, sur le Val d'Allier, je crois, où il y a le plus d'urbanisation qui, forcément, comme toute urbanisation issue des 30 Glorieuses, est un peu chaotique? Non. Mais c'est pas comme ça que ça se pose. On n'est pas, pour le coup, nous, sur de la requalification, une amélioration du paysage en profitant de l'opportunité des ENR. On est vraiment sur de la projection, en fait. Le Val d'Allier, c'est actuellement, au sein de nos entités paysagères, celui qui a le plus de potentiel. Parce que c'est là qu'il y a le plus de zones artificialisées, c'est là qu'on a nos zones d'activité, c'est là qu'on a nos friches, c'est là qu'on a le plus de délaissés. Donc c'est celui qui a été identifié comme étant le plus porteur de potentiel. Et donc de fait, ce qui va avec ça, c'est que c'est celui qui
est le plus menacé par un risque de saturation d'énergie renouvelable. Et c'est pourquoi l'intérêt de la démarche du plan paysage, c'est de, tout en désignant ce territoire comme étant celui qui est le plus porteur de potentiel, d'allumer aussi les warnings et de dire attention, vigilance, puisque ça n'est pas parce que c'est celui qui effectivement est le plus artificialisé qu'il faut, au risque de la saturation, justement qu'il sature d'énergie renouvelable. Et donc de bien mettre en place des cautions dans les installations de ces ENR paysagères pour le préserver néanmoins au maximum. Ouais. C'est plus dans ce sens-là que nous on l'a fait, que de la requalification de saisir l'opportunité des énergies renouvelables pour faire de la requalification paysagère, me semble-t-il. La requalification, je pense qu'elle s'inscrit beaucoup plus en termes de sobriété, de requalification aussi énergétique, plutôt que dans les ENR. Après, ça pose la question de la plus-value des ENR, la plus-value paysagère. Et Constance l'a dit, mais on a bossé quand même sur la question du bois énergie via les filières et au profit de ça. Donc comment on peut davantage développer le bois énergie par les haies, au profit aussi du paysage. Peut-être que là, à Vichy, on a entamé un tout petit peu plus sur les plus-values paysagères directes, non pas indirectes, des ENR. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très, très claire, pertinente. J'ai une question sur la traduction réglementaire du plan paysage, des préconisations dans les documents d'urbanisme. Donc j'imagine que c'est soit sous forme de cahier des charges annexés, ou est-ce que c'est intégré dans les règlements pour que les services instructeurs puissent appliquer les préconisations de façon concrète pour instruire les demandes de projets qui sont soumis à permis de construire? Alors, donc, je vais peut-être pas être hyper précise parce que pour le coup, c'est plutôt ma collègue en charge de l'urbanisme qui s'occupe de ce volet-là. Néanmoins, la première des choses qu'on a faites, c'est rassembler tous les instructeurs, leur expliquer notre démarche et surtout leur présenter le guide ENR et paysage pour qu'ils puissent s'en saisir. Dans un second temps, donc, il y aura des traductions sous forme d'OAP. Qui seront faites dans l'ensemble des documents d'urbanisme. Et puis, comment le présenter aussi, pour être encore plus pratique, à chaque fois qu'on a un porteur de projet privé, ou même une commune qui s'interroge sur l'opportunité d'un projet qui vient frapper à notre porte, on leur donne ce guide, on leur explique que si ils veulent intégrer au mieux un parc solaire, comment il va falloir s'y prendre, si c'est un méthaniseur, il y a des marges de recul à respecter, éventuellement planter des haies, c'est... Nous, transition énergétique, c'est plus comme ça qu'on s'en sert. Après, au niveau urbanisme, ça sera des OAP. Moi, je vous invite juste à télécharger le guide paysage ENR du PNR du PILA, parce qu'on a pu travailler un peu plus profondément et du coup, on a accompagné les préconisations aussi des exemples d'applications réglementaires possibles pour une bonne partie en fait, des préconisations qu'on mettait. Work in progress, hein. Donc si vous avez des remontées et des propositions, elles sont les bienvenues. D'autres questions? Merci, Raphaël Gauthier de l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône. Moi, ce que j'entends par rapport à ces différents témoignages, c'est dans quelle mesure, en fait, c'est une question d'urbanisme en général, hein, mais ce que je constate au niveau du Rhône, c'est qu'on a beaucoup de PLU, et que donc, effectivement, la notion de paysage est fragmentée, puisque ce sont les communes qui organisent les choses et que les communes ont généralement très peu d'ingénierie interne, contrairement à Los Angeles. Los Angeles, ils ont investi énormément dans l'ingénierie communale. C'est un de leurs facteurs de succès, mais toutes les communes ne sont pas dotées de telles ingénieries. Et du coup, c'est comment, en fait, on arrive à décloisonner un petit peu cette approche communale et quel est le rôle de l'EPCI pour soutenir justement ce travail d'approche paysagère qui s'en fiche un petit peu de savoir où est la frontière administrative entre la commune d'Artempion et l'autre commune. Peut-être vous dire, alors le PLUI pour le coup, c'est le projet du prochain mandat.
mais la finalité, c'est quand même de mettre en place un PLUI à l'échelle de Vichy Communauté. En l'état actuel des choses, ce qui fonctionne plutôt bien, il faut reconnaître, au sein du territoire, c'est que la compétence urbanisme, elle est communautaire, et que les communes, elles ont plutôt bien identifié cette porte d'entrée-là, et que l'entonnoir, il se fait plutôt bien. Et le message aussi qu'on a, alors par chance, je ne sais pas, mais en tout cas qui est bien passé aussi auprès des communes et qu'on a mis en place dès le début du mandat, c'est celui de dire quand vous avez des projets de développement d'ENR, parce qu'on n'a aucun doute sur le fait que les développeurs, ils vont voir directement les communes, hein, sans aucun doute aussi parce qu'ils savent qu'il n'y a peut-être pas cette ingénierie et que c'est plus facile d'embobiner les petits élus locaux que les gens de l'EPCI. Eh bien, le message qu'on a plutôt bien réussi à faire passer, parce qu'on a eu très peu de ratés, c'est que systématiquement, nos maires, les élus, informent Vichy Communauté. Et disent non, attendez-moi, pour ça c'est une compétence, on le gère au niveau de l'interco, je vous renvoie vers l'interco. Et ils nous en informent vraiment en amont. Si bien qu'on arrive à avoir cette vision-là et qu'il y a peu de projets à côté desquels on passe. Alors, est-ce que c'est voilà, parce qu'il y a un alignement des planètes au niveau des sensibilités politiques, ou parce qu'on s'entend plutôt bien, parce que c'est vrai que c'est plutôt le cas au sein de cet agglo, mais enfin, toujours est-il que ça se passe comme ça, et qu'à force de les sensibiliser, vraiment le message est bien passé. En tout cas, il y a cette légitimité que ces questions-là, en termes de transition énergétique, c'est communautaire. Ce sont des questions communautaires, ouais. Et il faut reconnaître qu'à la faveur de la démarche de plan paysage, je pense que ce que ça a apporté aussi, c'est cette légitimité-là. Et on l'a vraiment vécu à travers les réunions qu'on a fait en marge de la loi ZADER, qui pour le coup tombe et responsabilise chacune des communes, qui sont vraiment bien heureuses d'avoir le PCI et de pouvoir s'appuyer sur le PCI et sur le plan paysage pour les accompagner dans cette démarche. Finalement, le plan paysage, ça a fini de légitimer le fait que le bon échelon, il était territorial. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose dont je reste... j'avais pas tellement besoin d'être convaincue de ça, mais pour le coup, je pense que un des vrais ratés de cette loi ZADER, c'est aussi d'avoir comme porte d'entrée la commune, parce que c'est à aucun moment donné la bonne porte d'entrée. Et on s'en rend compte au quotidien, en fait, puisque de fait, on remonte à l'échelon intercommunal, parce que c'est une vraie question d'aménagement du territoire, et que la planification énergétique, elle se fait au niveau d'un territoire, à minima d'un bassin de vie, quoi. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Lucas, Isaac, souhaitez-vous conclure, puisque ça a coupé, on peut peut-être vous redonner la parole rapidement. Oui, très rapidement, du coup, désolé pour la coupure Internet, c'est ça qui nous a privé de la fin de la présentation. Mais juste pour vous informer que Los Angeles accueillera les rencontres nationales des territoires à énergie positive fin septembre 2024. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir sur le terrain ces réalisations et ces toitures photovoltaïques, ne pas hésiter à déjà bloquer les dates du 25 au 27 septembre 2024 dans vos agendas. Je fais un peu de teasing. Et puis après, pour répondre peut-être brièvement aussi sur la partie, la question sur le rôle entre la commune et l'interco, nous ici à titre d'info, à l'échelle de l'EPCI, on est toujours sur des plans, des PLU. Voilà, on n'a toujours pas de PLUI. Par exemple, on n'a pas de PCAET, toujours pas. Le projet est bloqué en phase diagnostique depuis plusieurs années. Donc à l'échelle de l'EPCI, il n'y a pas je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de dynamique, mais on n'a pas de document à l'échelle de l'EPCI pour l'instant. Mais ça ne nous empêche pas, nous, à notre petite échelle, de commune de cette EPCI, de faire des choses et d'avancer. Par contre, la question de la relation commune-EPCI, au-delà de ces documents d'urbanisme qui nous font défaut pour l'instant, nous, on est travaillé beaucoup sur des questions de mutualisation. Alors à l'os, le choix politique a été de mettre des moyens humains dans les équipes. Et donc, on a dans nos équipes, actuellement, 130 agents, on a à peu près l'équivalent de 6-7 cadres A, ce qui est à peu près 6-7 fois plus qu'une commune de notre strate, en tout cas en moyenne. Donc, le choix politique historique a été de miser sur les moyens humains en interne dans la collectivité. Mais ça n'empêche que les communes, on a de plus en plus de sujets à traiter, on a de plus en plus d'obligations réglementaires, on nous en demande toujours plus.
avec de moins en moins de moyens. Donc, il y a un moment, l'équation devient insoluble pour la plupart des collectivités. Je laisserai peut-être M. Barbier confirmer ou pas, mais voilà, mais chaque montage de budget, et là on appréhende déjà la construction budgétaire en 2024 avec cette fois-ci la hausse du prix du gaz. Bon bref, voilà, il y a plein d'équations qui se posent. Et on doit forcément aller chercher de la ressource ailleurs. Et cette ressource, elle passe par nos partenaires, nos compagnons de route qui nous accompagnent. Nous aussi, on ne parle pas de prestataires, on parle de partenaires, parce qu'on construit la relation dans le temps pour qu'elle soit durable et efficace. Et puis, ça passe par le PCI, qui peut proposer des solutions. Par exemple, nous, on n'a plus d'informaticiens dans nos équipes depuis 1 an et demi. Et donc, maintenant, on a recours au service informatique de l'agglomération. Voilà, donc après, en fonction des sujets, la relation avec le PCI, elle est primordiale, elle va le devenir de plus en plus. Le micro. On ne vous entend pas, monsieur Barbier. Oui, ça y est. Un rapide complément là, sur le lien avec l'intercommunalité. Nous, en l'occurrence, tout ce que je vous ai montré, on l'a monté sans l'aide de l'intercommunalité. Il y a juste un plan. On a fait un plan climat à l'échelle du PETR, hein, du territoire plus large. Donc, ça m'a permis de récolter pas mal d'infos à ce moment-là. Même une commune de notre taille, hein, 2000 habitants, on peut faire toute proportion gardée, le même choix que Los Angeles. C'est effectivement le choix d'une ingénierie. Alors certes, elle n'a pas la dimension de celle de Los Angeles, mais j'ai un secrétaire général qui est très motivé par les questions de transition et qui a le niveau requis pour développer les choses. Et notre chef des services techniques a les compétences énergétiques nécessaires. Hein. Donc, même à une petite échelle, on peut. Et puis après, on est aidé par les partenaires, effectivement, les bureaux d'études, mais aussi les services des collectivités territoriales, départements, régions, États, qui sont aussi de très bons conseils. L'intercommunalité est en train de nous emboîter le pas. Je suis devenu vice-président chargé des transitions et président du PETR chargé du plan climat. Donc, on est bien conscient qu'on ne change pas le monde juste à l'échelle d'une petite commune et qu'on essaye d'élargir un peu les ambitions à un territoire plus grand, ce qui est en train de prendre. Y a-t-il d'autres questions? Après, je sais qu'on a débordé de bientôt une demi-heure, donc ça se comprendrait que vous ayez tous faim, mais... Oui, bonjour. Moi, j'avais une question, c'était par rapport à l'éolien là, sur la communauté de Vichy. J'ai pas bien compris à quel moment de la démarche il avait été évacué du potentiel ou des possibilités de développement sur le territoire. C'était une position politique, technique ou paysagère? Un acte manqué, le truc va s'allumer. Alors, à peu près au milieu. Parce que pour le coup, quand je vous dis qu'on n'a pas fait notre PLUI, il y a un PLUI qui est sorti quand même au sein de Vichy Communauté, c'est celui de la Montagne Bourbonnaise. Vichy Communauté, c'est la fusion de deux communautés de communes, la communauté de communes du Val d'Allier et la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise, qui a donné la communauté d'agglomération Vichy Communauté. Donc il y a un PLUI qui a vu le jour, enfin qui était même démarré d'avant, hein, mais qui a abouti pendant la démarche de plan paysage. Et pour le coup, les deux parcs éoliens de l'EPCI se trouvent en Montagne Bourbonnaise. Et là, clairement, il y a une position qui a émergé dans ce PLUI, c'est celle d'aller au-delà des prescriptions nationales et de dire que dans le PLUI, on a inscrit qu'il ne pouvait pas y avoir d'éoliennes à moins d'1 kilomètre des habitations. Ce qui a d'emblée une conséquence claire, c'est qu'il ne pouvait plus y avoir d'éoliennes du tout, en fait, sur le territoire et qui était plutôt assumé. Et donc le PLUI a été voté en l'état. Et passé en contrôle de légalité en l'état,
hein, ce qui peut paraître plus... Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas opposable, hein, je pense. Mais en tout cas, voilà, cette position, elle a été assumée comme ça. Après, dans ce que disait assez justement Ariane, c'est la position actuelle. Et ça ne préjuge en rien de ce que sera l'avenir. Mais actuellement, effectivement, c'est ça. Hein, tout à fait. Peut-être juste pour compléter, l'éolien n'a pas été évacué du potentiel parce que le potentiel existe toujours. Le choix a été fait de se dire que ce potentiel n'était pas forcément mobilisé tout de suite, en tout cas en l'état des règles du PLUI que Madame Bardot vient d'énoncer. Et aussi, on s'est dit en tant que groupement que c'était peut-être pas la peine de cristalliser les choses sur l'éolien parce que c'était déjà un sujet assez conflictuel comme ça au sein du territoire. C'est, je crois, 7% du potentiel restant, parce qu'il y a déjà un parc existant. Donc voilà, on s'est dit que peut-être il valait mieux remettre ça à plus tard, se dire que ce potentiel existe, et que si Vichy Communauté veut réétudier ça à l'avenir, c'est ce qui était dans notre scénario qui permettait d'atteindre 100% du potentiel de transition énergétique, c'était de se dire, bah voilà, on commence par les énergies renouvelables qui sont les mieux acceptées, et on verra plus tard pour l'éolien. Merci. Je propose peut-être qu'on clôture, parce et puis de libérer aussi nos intervenants en visio. Un grand merci à vous. Je crois que ces 3 interventions, elles confirment voilà, qu'il n'y a pas d'opposition à faire, ou il n'y a pas d'opposition entre paysage, éventuellement patrimoine et développement des énergies renouvelables, dans la mesure où on porte des stratégies globales, en fait, hein, des stratégies d'ensemble, et dans la mesure peut-être où on arrive à raconter une histoire. Je trouve que c'est quand même ce qui rassemble un peu vos 3 interventions, qui sont dans des contextes très différents. L'entrée du paysage, ou la question du paysage n'arrive pas du tout de la même façon, hein, dans ces trois présentations. Mais finalement, il y a un récit qui se met en place. Enfin, il y a une histoire qui est racontée, là aussi très différente, hein, selon vos territoires, selon les spécificités des territoires. Et voilà, c'est ce qui me semble être intéressant peut-être à retenir. Voilà, on peut en discuter aussi à la pause, mais surtout, on va essayer de le toucher du doigt aussi cet après-midi à travers l'atelier. Comment justement on construit collectivement voilà, des visions pour nos territoires et pour le développement des énergies renouvelables sur les territoires. Donc à travers ce jeu étape paysage qui est une façon voilà, de pouvoir collectivement réfléchir au territoire. Il y en a d'autres, on l'a vu ce matin. Donc voilà, je merci à tout le monde et bon appétit et rendez-vous cet après-midi pour ceux qui restent avec nous.